Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais présenter différentes définitions du marketing et essayer de retracer son histoire de 1905 à aujourd'hui. Commençons tout d'abord par définir le marketing. Pour les plus initiés d'entre vous, vous avez sûrement observé qu'il existe plusieurs définitions du marketing. Dans mon cours, j'en ai sélectionné quelques-unes que voici. La première a défini le marketing comme un processus complet qui intègre tous les efforts de l'entreprise pour découvrir, créer, susciter et satisfaire les besoins des clients. Il est donc centré sur le désir de satisfaire les besoins de la clientèle. Dans l'optique marketing, l'entreprise tout entière doit être considérée comme un organisme destiné à satisfaire les consommateurs. La deuxième définit le marketing comme un ensemble de techniques basées sur la détermination des besoins et des désirs des consommateurs et permettant à l'organisation de satisfaire ses objectifs. La troisième définition introduit le marketing comme un état d'esprit, une attitude, un choix de gestion et un ensemble technique qui permettent à travers une offre de biens et de services de satisfaire les besoins et les désirs des consommateurs de manière rentable pour l'entreprise. Une autre définition, encore plus récente, définit le marketing comme un mécanisme économique et social par lequel les individus et les groupes sociaux satisfont leurs besoins et désirs au moyen de la création et d'échanges avec autrui de produits ou de services de valeur. La dernière définition, la plus récente que j'ai retenue, introduit le marketing comme un effort d'adaptation des organisations à des marchés concurrentiels pour influencer en leur faveur le comportement des publics dont elles dépendent, par une offre dont la valeur perçue est durablement plus élevée, supérieure à celle des concurrents. Dans un secteur marchand, le rôle du marketing est donc de créer de la valeur économique dans l'entreprise en créant de la valeur perçue chez le consommateur. Un bon marketing n'est pas un hasard. C'est un équilibre entre un art, une capacité créative et une science, une capacité analytique. Tout ça est fait dans le but de connaître et de comprendre le client à un point tel que le produit ou le service conçu lui convienne parfaitement et donc se vende de lui-même. Dans l'idéal, le client souhaite acheter le produit parce qu'il a été fait pour répondre à ses attentes. Et donc, ce dont on a alors besoin de faire est de rendre le produit tout simplement accessible. Passons maintenant à l'évolution du marketing. C'est en 1905 que le premier cours de marketing a été donné aux États-Unis à l'université de Pennsylvanie. À ce moment-là, le marketing signifiait l'ensemble des activités permettant d'acheminer le produit de son endroit de production jusqu'à son endroit de consommation. Nous parlons donc successivement de marketing fonctionnel, opérationnel, stratégique, sociétal, et pour terminer, nous parlerons de marketing relationnel. Le marketing relationnel. Jusque dans les années 50, le marketing dominant est de type fonctionnel. Son objectif principal est d'acheminer les produits fabriqués de l'entreprise vers les lieux de consommation. À cette époque, une économie de production se met en place. La demande est largement supérieure à l'offre et tout ce qui est fabriqué est automatiquement vendu. L'objectif primordial de l'entreprise est la conception d'un appareil de production capable de répondre à des besoins en croissance exponentielle et ne se soucie pas encore du comment vendre puisque tout ce qui est fabriqué automatiquement est coulé sur les marchés. Fin des années 50, début des années 60, le marketing management apparut comme un mécanisme adaptatif. L'adaptation du producteur au consommateur, ce qui a donné naissance au concept du consommateur roi. Le but de l'entreprise étant théoriquement d'accroître la satisfaction du consommateur. Cette nouvelle orientation de gestion trouve son origine dans les changements qu'a connus l'environnement début des années 60.
Il y a eu l'apparition de nouvelles formes de distribution, notamment le libre-service. Celui-ci a contribué à changer la structure des réseaux de distribution qui sont peu adaptés à ce moment-là aux exigences de la distribution de masse. L'élargissement des marchés et l'éloignement physique et psychologique qui résulte entre les entreprises et les consommateurs a amené les entreprises à utiliser des moyens de communication, comme la force de vente et surtout la publicité média. Le développement généralisé de la politique de marque rendu nécessaire par la vente en libre service. Le marketing opérationnel est donc le bras commercial de l'entreprise. À travers les quatre politiques, la politique de produit, de prix, de distribution et de communication, le marketing est donc une démarche volontariste de conquête des marchés existants, dont l'horizon se situe à court et à moyen terme. L'apparition du marketing stratégique est liée au rapide changement du marché et de l'environnement. Ces changements concernent principalement les éléments suivants. L'accélération de la diffusion et la pénétration technologique, la saturation du noyau de base du marché et l'internationalisation accrue des marchés. L'accélération de la diffusion et la pénétration du projet technologique. En effet, nous observons un accroissement du rythme des innovations, un raccourcissement du temps requis pour passer du développement à l'exploitation à grande échelle. Cette évolution, qui se généralise à travers tous les secteurs, entraîne donc une diminution des cycles de vie technologiques, des cycles de vie du produit et donc du temps disponible pour rentabiliser tous les efforts de recherche et de développement, mais aussi d'une dépendance accrue des entreprises vis-à-vis de l'environnement technologique, demandant ainsi un renforcement des fonctions d'analyse et de veille concurrentielle et de surveillance des marchés. Deuxième changement, la saturation du noyau de base du marché. Un changement significatif qui était à l'origine du changement du concept même de marketing, c'est la saturation des besoins de base ou génériques du marché. Ce changement a conduit à l'apparition d'une demande potentielle pour des produits adaptés aux besoins de groupes d'acheteurs distincts, ce qui a amené les entreprises à pratiquer des stratégies de segmentation. Le dernier point, non moins important, c'est l'internationalisation des marchés. Cette internationalisation qui s'est manifestée par la création de plusieurs zones de libre-échange, à l'instar de l'accord de libre-échange nord-américain, des accords du GATT qui ont été remplacés par la suite par l'Organisation mondiale du commerce ou la zone de libre-échange européenne. Ces trois facteurs de changement que nous venons de présenter impliquent tous un renforcement dans l'entreprise d'un nouveau concept marketing, à savoir le marketing stratégique. Un marketing qui permet de fixer les objectifs stratégiques et donc à long terme de l'entreprise pour le développement des marchés en s'appuyant sur des résultats d'études et sur des analyses quantitatives. L'attractivité d'un couple produit-marché dépend de la compétitivité de l'entreprise, c'est-à-dire de son avantage concurrentiel, qui repose soit sur la présence de qualités distinctives, défendables, qui la différencient de ses concurrents, soit sur une productivité supérieure qui lui donne un avantage coût. Nous passons maintenant au marketing sociétal. Début des années 70, les entreprises opèrent dans un environnement complexe, concurrentiel et en turbulence économique, technologique et socioculturelle. C'est intervenu suite au premier choc pétrolier de 1973. Ces changements socioculturels se sont exprimés dans le mouvement consumériste et dans le mouvement écologique. Face au changement, plusieurs auteurs proposent à l'entreprise d'adopter l'optique du marketing sociétal. Ainsi, ce marketing est défini comme une organisation et une orientation de gestion qui reconnaît que la tâche prioritaire de l'organisation est d'étudier les besoins et désirs des marchés visés et faire en sorte de les satisfaire de manière efficace
mais aussi d'une façon qui préserve ou améliore le bien-être des consommateurs et de la collectivité. Nous arrivons maintenant au marketing relationnel. Début des années 80. Après avoir fait ses preuves dans le domaine de la grande consommation, le marketing s'est introduit tout naturellement dans le secteur de l'industrie et celui des services avec l'avènement du marketing industriel et du marketing des services. Néanmoins, la transposition des acquis du marketing classique à ces milieux spécifiques s'est relevée très problématique. D'où l'évolution vers un nouveau paradigme marketing appelé marketing de la relation avec la génération de concepts et d'outils spécifiques à ces secteurs d'activité. Dans les années 50, le marketing est vu comme une discipline étudiant le comportement de l'échange. L'échange dont il s'agit à ce moment-là est un échange purement transactionnel. Ce type d'échange exclut tout lien social entre les acteurs. La communication y occupe une place très limitée, tant en durée qu'en contenu. Les co-échangistes sont considérés comme totalement étrangers l'un pour l'autre. Les parties sont réputées insensibles à la personnalité de leur partenaire, mais attendent simplement que chaque partenaire ou que chaque partie remplisse ses obligations. Depuis les années 80, on enregistre un engouement considérable des chercheurs pour le marketing relationnel et essentiellement dans les services. Cet engouement s'explique par l'émergence de réseaux complexes, la montée en puissance des activités de service, le développement d'alliances et de relations de partenariat entre les différentes organisations. Notant que l'approche relationnelle a en réalité existé et que sa pratique remonte à l'ère pré-industrielle. Néanmoins, l'originalité de cette redécouverte réside dans la possibilité de massifier le sur-mesure, c'est-à-dire de traiter chaque consommateur comme une cible personnalisée, et cela à très grande échelle et grâce au progrès technologique. Le marketing relationnel, par opposition au marketing transactionnel, puisque l'objectif tout simplement n'est pas uniquement de vendre de façon ponctuelle des produits ou des services, mais également de fidéliser la clientèle et d'optimiser sa valeur. Le marketing relationnel vise donc la stabilité des relations d'échange fondées sur la fidélité mutuelle et non sur un simple contrat formel entre les parties prenantes. En résumé, le marketing relationnel a pour principale mission de fidéliser, alors que le transactionnel a pour mission de conquérir un maximum de parts de marché, alors qu'au niveau relationnel, nous parlons de parts de clients. L'organisation tout entière, au niveau du marketing transactionnel, est basée sur la gestion de la marque et la gestion du produit, alors que dans le relationnel, ce qui compte, c'est l'orientation client, et donc c'est la gestion de la relation client. La source d'information au niveau transactionnel, c'est l'étude de marché, alors que dans le relationnel, c'est le dialogue permanent entre l'entreprise et le consommateur, ce qui a été extrêmement facilité de nos jours grâce aux banques de données. La communication au niveau transactionnel repose sur une communication de masse, alors que dans le relationnel, le défi est d'une communication personnelle et personnalisée. Le contexte favorable donc pour le marketing transactionnel, c'est des marchés qui sont non saturés. Les secteurs privilégiés sont principalement des secteurs de B2C, Business to Customer. Alors que le relationnel, son contexte favorable est un marché qui est saturé ou des entreprises exerçant dans le secteur du B2B, Business to Business, ou les secteurs dans le domaine des services. Le marketing n'a pas cessé d'évoluer. Après le marketing relationnel, il y a eu plusieurs évolutions. Début des années 2000, il y a eu l'accroissement et la banalisation de l'offre, un changement de l'environnement qui impacte considérablement l'ensemble des actions et de la réflexion marketing. De ce fait, le consommateur est beaucoup plus exigeant qu'avant, en termes de services et en prise de compte de lui-même. Il y a la course à la différence,
puisque la différence ne vient plus maintenant de l'innovation produit, elle se manifeste par la création de produits, de services personnalisés par rapport au consommateur, ou personnalisables. Le client, de plus en plus acteur. Nous avons longtemps parlé de consommateur, aujourd'hui nous pouvons parler de consomme-acteur. Le client s'implique davantage dans le processus d'achat, mais aussi dans le processus de conception même de l'offre de produits. Le Web 2.0 devrait accélérer cette tendance, le 3.0 encore plus, et nous parlerons du 4.0 plus tard. Dernier point, ou dernier changement considérable dans l'environnement, la baisse de la rentabilité due notamment à la complexité des nouveaux produits, à l'accélération des cycles d'innovation et à la banalisation de l'offre dont on a parlé. Ce qui nous amène à identifier une nouvelle évolution du marketing à partir du marketing relationnel, qui reposait lui aussi, rappelez-vous, sur les bases de données et sur la création de relations particulières et personnalisées avec le consommateur malgré la masse. Début des années 90, nous parlions de Web 1.0 ou encore du Web traditionnel, qui a marqué la période de 90 à 2003. Les premiers moteurs de recherche sont apparus. Ils ont été accompagnés très rapidement des premières plateformes de transfert de fichiers et de données. Les entreprises ont commencé à profiter de cette vitrine internationale, sans se soucier de l'utilisateur, qui à l'époque se balade seulement sur le web comme une sorte de magazine en ligne international. Les premiers sites e-commerce sont apparus à cette époque-là et nous avons introduit le marketing 2.0 au début des années 2000. Le web 2.0 est venu juste après, ou ce qu'on appelle le web social, qui se situe entre 2004 et 2008. Les termes médias sociaux, blogging, blogueurs, apparaissent en même temps que de nouvelles plateformes communautaires et interactives, permettant à l'utilisateur d'interagir avec les entreprises, d'interagir avec les marques. Nous parlons aujourd'hui d'intelligence collective et participative. Ce dernier commence à communiquer avec la marque ou avec les autres utilisateurs en ligne. Ils donnent leurs avis, partagent du contenu aux yeux de tout le monde. Il privilégie donc la dimension de partage grâce aux différents réseaux sociaux et s'intéresse à l'univers des blogs qui créent un réel engouement début des années 2000. Le web se démocratise et le consommateur est appelé à se socialiser virtuellement via les réseaux sociaux, les forums, les campagnes d'SMS, etc. Puis, le web 3.0. La société devient de plus en plus connectée. On parle de sémantique, d'objets connectés, de mobilité, de sémantique des données. C'est le web 3.0. Aujourd'hui, le marketing numérique correspond à toutes les méthodes, à toutes les pratiques disponibles sur Internet. Les outils utilisés pour développer sont les réseaux sociaux, les blogs, le commerce électronique, les supports numériques, les jeux, les vidéos, les displays, les affichages publicitaires dynamiques sur les sites web. De nos jours, les marques courent après les données appelées Big Data, grâce au développement du marché des objets connectés et des pratiques de géolocalisation. Le web d'aujourd'hui tient compte du contexte, des besoins de chaque utilisateur, en tenant compte des centres d'intérêt, de la localisation, etc. Ça continue d'évoluer. Nous parlerons bientôt de Web 4.0, si ce n'est pas déjà fait. De symbiotique ou d'intelligence, qui va représenter le marketing de demain, ou le marketing digital de demain. Grâce à la connexion entre l'intelligence artificielle et l'homme, entre l'homme et la machine, il immerge l'individu dans une réalité augmentée et s'immisce de plus en plus dans la vie du consommateur. Ce chamboulement amène à s'interroger sur de nombreuses questions comme la protection de la vie privée, le contrôle des données ou encore à quoi ressemblera le consommateur ou le marketing de demain.